Livy, pour la santé de tous. Savez-vous qu'apprendre à bien respirer peut améliorer votre santé mentale ? C'est pourquoi Livy vous propose cet exercice tout simple. Inspirez par le nez pendant 2 secondes, expirez lentement par la bouche pendant 8 secondes. Vous vous sentez déjà mieux ? On peut vous aider. Livy, pour la santé de tous. Bonjour et bienvenue sur l'Aléa. Je m'appelle Laura Pouliken et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. La recherche de sens et d'alignement guide toutes les actions que j'entreprends. À travers ce podcast, je vous partage mes rencontres inspirantes pour que l'on prenne ensemble le chemin de l'épanouissement personnel et professionnel. Vous trouverez les idées, les parcours, les témoignages ou les conseils de personnes connues ou inconnues, de professionnels ou d'autodidactes, sur des sujets autour du business, du développement personnel, de l'art, de l'entrepreneuriat, du bien-être, du voyage, de la famille ou encore de la spiritualité. Ma seule mission, vous accompagner de la manière la plus accessible possible dans la réalisation de vous-même et dans la poursuite de vos rêves. Cette semaine, j'ai le plaisir de poser quelques questions à Marina Bourgeois, fondatrice et dirigeante du cabinet Oser rêver sa carrière, spécialisée dans la reconversion professionnelle et l'épuisement au travail. Comment gérer vie de famille épanouie et obligations financières lorsqu'on entreprend ? Comment savoir si l'entrepreneuriat est fait pour nous ? Ou encore, quelles sont les différentes étapes pour changer de job ? Sont autant de questions auxquelles elle répond franchement, avec empathie et bienveillance. Si vous aimez le podcast, j'attends votre commentaire et vos étoiles sur Apple Podcasts. Un clic pour vous qui a des effets magiques sur moi. Belle écoute! Bonjour Marina, est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît ? Avec plaisir Laura, donc moi je suis Marina Bourgeois, j'ai 41 ans, je suis la maman d'un préado de 11 ans et puis par ailleurs je dirige la société Oser rêver sa carrière qui est un cabinet dédié à la transition professionnelle et à l'épuisement professionnel. Donc j'accompagne au quotidien des personnes qui sont en plein questionnement, qui s'interrogent sur la suite de leur carrière et puis plus largement de leur vie, et également des personnes qui ont essuyé un épuisement professionnel, donc ce qu'on appelle un burn-out, et qui souhaitent retourner au travail dans les meilleures conditions de façon à ne pas chuter. Et de façon accessoire, j'écris des articles, je chronique et des ouvrages, dont le dernier, Trouver sa voie, que j'ai coécrit avec Caroline Averti. La question que je me pose, c'est finalement, comment savoir si on doit changer de job ? Comment savoir si on doit changer de job ? C'est une vaste question. Il y a plusieurs signes qui peuvent alerter. Déjà, la première, clairement, c'est le manque d'enthousiasme. Quand il y a une baisse d'enthousiasme qui se fait soit brusquement, soit qui est là de façon latente et qui tend à augmenter sur les semaines ou les mois, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors l'idée, ça n'est pas de changer pour changer, ça n'est pas non plus de changer du jour au lendemain, mais c'est de savoir si est-ce qu'on est face à une lassitude passagère, une baisse de motivation pour des raisons circonstancielles, ou est-ce qu'il s'agit d'un questionnement profond, vraiment de fond, qui nécessite éventuellement une introspection, une interrogation, un bilan, etc. pour faire les bons choix derrière. Donc la baisse de motivation, le manque d'enthousiasme, c'est un des premiers signes qui doit alerter. Alerter, c'est un grand mot, mais en tous les cas, il faut être vigilant à ça et puis écouter. Deuxièmement, c'est l'histoire de la petite voix intérieure. Si on a une petite voix intérieure, interne, qui est là depuis un bon moment et qui nous dit « je suis pas tout à fait à ma place », est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que je suis pas fait ou faite pour autre chose ? Et que cette petite voix persiste.
au bout d'un moment, si on ne l'écoute pas, on se retrouve dans une situation de ce que l'on appelle, nous, dans notre jargon, de dissonance cognitive. C'est-à-dire, en gros, on n'est plus en phase avec soi-même, on n'est plus en phase avec ses croyances, on n'est plus congruent. Donc cette petite voix, elle est à écouter parce que le risque, si on ne l'écoute pas, en tous les cas pendant trop longtemps, c'est de passer à côté de sa vie, ce qui est quand même dommage vu qu'on n'en a qu'une. Et puis surtout, c'est aussi de commencer à somatiser notre insatisfaction, notre lassitude ou notre frustration. Je pense notamment au mot MAUX du corps, quand on commence à avoir la boule au ventre le matin avant d'aller travailler, ou qu'il y a l'angoisse du dimanche soir qui commence à monter à la perspective de reprendre la semaine le lendemain, quand on commence à se faire des lumbagos à répétition, etc. C'est qu'on commence à laisser l'insatisfaction grandir, elle se manifeste par le corps, donc par la somatisation. Et là, c'est aussi un signe qui doit alerter et qui doit, en tous les cas, pas forcément pousser tout de suite au changement, mais pousser à l'interrogation. Et puis, évidemment, il y a toutes les situations d'épuisement. Quand on est en situation de pré-burn-out, c'est-à-dire de burn-in, quand on est en surchauffe, ou qu'on a essuyé un épuisement, ou qu'on est en situation de bore-out, c'est-à-dire d'ennui au travail lié à une placardisation, par exemple, ou à autre chose, là, c'est qu'on est aussi dans une situation où c'est bien de se poser des questions, où c'est bien de se poser tout court pour faire le point et voir ce qu'on a vraiment envie de faire. Il y a d'autres signes, il y a la question du manque de sens, c'est-à-dire quand on se dit que finalement on est dans une situation, alors moi que j'appelle un confort inconfortable, c'est-à-dire que en surface tout va bien, on a plus ou moins une bonne rémunération, des collègues sympas, un travail pas trop pénible, même plutôt épanouissant, mais qu'on sent qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Il y a quelque chose qui est là. C'est confortable, mais sans l'être complètement. C'est pas génial. Donc, cette notion de confort inconfortable, quand on a l'impression comme ça d'être finalement dans une cage dorée, qui est pas pleinement satisfaisante, on se sent un peu piégé par sa situation parce qu'on se dit j'ai pas envie de perdre en train de vie, j'ai pas envie de perdre en rémunération, j'ai pas envie de perdre en avantage en nature. Après tout, c'est pas si mal que ça. Après tout, c'est la crise, donc c'est peut-être pas le bon moment de changer. Mais que ce sentiment un peu de confort inconfortable et d'insatisfaction, on l'a depuis très longtemps et qu'il perdure, là aussi, c'est un signal qui doit alerter. La question du manque de sens, elle est de toute façon extrêmement importante quand on sent qu'on n'est plus en phase avec son métier, quand on sent qu'on n'est plus en phase avec les valeurs de son entreprise, de son organisation, etc. C'est le bon moment, une fois encore, pour éventuellement prendre des décisions pour la suite. Et puis après, il y a tout un tas d'autres petits signes qui montrent qu'on a envie ou qu'on doit peut-être passer à l'action. Ça va être l'aigreur ou l'amertume, c'est-à-dire quand on a par exemple des amis ou des gens dans notre entourage qui sont épanouis au travail et ça nous énerve. Il y a un petit peu de jalousie ou un petit peu d'envie, un peu d'aigreur. C'est aussi un signe. De la même façon, quand on a l'impression d'attendre les week-ends ou les vacances pour vraiment vivre, avoir vraiment l'impression de vivre, bon, là, c'est aussi qu'il y a un problème parce que on devrait avoir ce sentiment de vivre pleinement tous les jours de la semaine. Alors évidemment avec des jours pénibles parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais pour autant ce sentiment d'avoir une vie juste en week-end ou juste en vacances pendant les congés, là aussi c'est un des signes qui doit clairement alerter. Et après, il y a aussi toutes les situations, évidemment, de harcèlement, etc., dans lesquelles il faut réagir. Alors, le changement n'est pas forcément toujours le meilleur remède. Il ne faut pas croire non plus que l'herbe est toujours plus verte ailleurs et que changer de job ou changer d'organisation ou se reconvertir partiellement ou radicalement est la solution. Mais en tous les cas,
tous les points qu'on vient d'évoquer méritent clairement d'être entendus déjà, d'être analysés, d'être étudiés et donc de se poser les bonnes questions. On peut voir parfois l'entrepreneuriat comme un mythe, comme quelque chose vraiment d'extraordinaire, alors que j'imagine que c'est pas forcément fait pour tout le monde. Et justement, comment savoir si c'est fait pour nous ? Alors clairement, hein, l'entrepreneuriat est souvent perçu comme un mythe. En tous les cas, il y a un fantasme autour de l'entrepreneuriat qui explique d'ailleurs un très fort engouement pour la création d'entreprises, voire le reprenariat ou la mise en franchise de temps en temps. Et c'est bien, quelque part, c'est bien qu'il y ait un fantasme. On a tous besoin de rêver, on a tous besoin d'idéaliser un peu les choses aussi parfois pour passer à l'action, mais toutefois, attention. Je ne sais pas si l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde ou pas. Ça, je crois que c'est une question qui est trop vaste. Mais en tous les cas, il faut partir, je pense, dans l'entrepreneuriat avec une bonne dose d'endurance. Parce que l'entrepreneuriat, quand on crée quelque chose, que ce soit une entreprise, un podcast ou autre, ça nécessite clairement de l'endurance physique et mentale. Ça nécessite d'être prêt à mettre et à donner beaucoup de son temps à son projet. Alors en règle générale, comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Toutefois, attention, hein, parce que les entrepreneurs qui s'épuisent au démarrage, notamment sur les 2 premières années, ça existe. On en parle très très peu. Moi, je suis en train d'écrire un livre sur le sujet justement, et c'est un vrai sujet. Donc l'entrepreneuriat, oui, il y a un mythe autour de ça. On pense souvent que quitter un job salarial pour l'entrepreneuriat, pour monter sa boîte ou se mettre s'établir en tant que freelance, entrepreneur individuel, ça va être génial, qu'on va gagner en liberté, en organisation, etc. On a l'impression que l'entrepreneuriat, c'est la liberté totale, la liberté absolue. Pas du tout. Bien sûr que il y a une marge de manœuvre organisationnelle qui est plus importante que lorsqu'on est salarié, puisque bien souvent, mais une fois encore, hein, pas toujours, on peut organiser son emploi du temps plus ou moins comme on le veut. Il y a des facilités et ça, c'est super. Et beaucoup de gens optent pour l'entrepreneuriat pour ces raisons-là. Mais attention, parce que l'entrepreneur, s'il est libre plus ou moins à ce niveau-là, il est quand même économiquement dépendant de beaucoup de choses, de ses clients, du marché, etc. Donc, attention à ce mythe. Moi, je dis toujours gare au fantasme. Ceci dit, après l'aventure entrepreneuriale, pour l'avoir vécu, c'est vrai que c'est absolument formidable parce qu'on est motivé, on est boosté, il y a beaucoup d'adrénaline, on croit en son projet, donc forcément, on a envie de faire en sorte que tout se passe bien. C'est terriblement excitant et motivant, ça vraiment très très clairement. Mais voilà, il faut y aller sans doute avec une petite dose d'insouciance parce que sans insouciance, je crois qu'on ne prend jamais de risque. Mais pour autant, c'est aussi bien d'y aller en connaissance de cause malgré tout, c'est-à-dire en connaissant les écueils, en étant prévenu des écueils de l'entrepreneuriat, en défantasmant, en désacralisant et en démystifiant l'expérience, et puis surtout en étant bien entouré, que ce soit par des conseillers, des accompagnants, des coachs ou des tuteurs ou amis entrepreneurs. Je crois que ça reste la clé pour y arriver et entreprendre bien, pour réussir à la fois son projet d'entreprise, mais aussi son projet de vie. Parce que l'idée, c'est aussi de concilier les deux, de faire en sorte qu'il y ait une bonne cohabitation entre son activité entrepreneuriale et puis tout le reste de sa vie. Et lorsqu'on entreprend, on peut avoir une vie de famille, des obligations financières. C'est aussi une problématique que je peux constater auprès de mes auditeurs. Comment on gère finalement cela et comment on assure sur tous les fronts ? C'est une vraie question, c'est un vrai sujet qui est aujourd'hui très lié, je crois, en tous les cas c'est mon regard, à la percée des femmes dans l'entrepreneuriat, puisqu'il y a toutes les questions de charge mentale, de répartition de la charge mentale, etc., qui se posent de plus en plus. Il y a beaucoup maintenant d'études sur le sujet, de ressources informationnelles sur le sujet.
Donc c'est un vrai sujet intéressant. Maintenant, comment on fait concrètement? Je crois déjà que chacune fait comme il ou elle peut. Là encore, hein, il n'y a pas de recette miracle, pas de règle universelle. Je crois qu'en tous les cas, ce qui est important, c'est que l'aventure entrepreneuriale s'emboîte bien dans un projet familial. C'est-à-dire, premièrement, de ne pas oublier la vie de famille, même si c'est vrai que c'est compliqué de consacrer du temps à sa famille quand on est entrepreneur, en tous les cas au début. Ça peut parfois être facilité par le télétravail si on travaille de chez soi, parce que là, on peut voir plus facilement ses enfants, sa femme, son mari, etc. Mais je crois que ce qui est très important, c'est de bien communiquer, c'est-à-dire de ne pas hésiter à se faire des points réguliers avec les membres de sa famille en disant, voilà, là j'en suis là, j'ai besoin de telle aide ce mois-ci, ou ce mois-ci je serai un peu moins disponible, c'est-à-dire de prévenir. Je crois que prévenir son entourage, prévenir les parties prenantes, entre guillemets, quand on est entrepreneur, c'est important parce que ceux qui ne vivent pas l'aventure entrepreneuriale ne peuvent pas toujours comprendre le rythme et l'engagement que ça suscite. Donc, toujours communiquer, dialoguer, je crois que c'est quelque chose de très important. Et puis, de déléguer au maximum peut-être des tâches, aussi, que ce soit d'ailleurs les tâches au travail ou les tâches à la maison, quand on a la chance de pouvoir le faire en tous les cas. Je crois qu'il ne faut pas hésiter pour décharger un peu la mule et puis, et une fois encore, s'éviter le risque d'épuisement qui est inhérent au démarrage entrepreneurial. Parfois, on a envie d'entreprendre et on n'arrive pas à trouver un projet fait pour nous. Comment on procède pour trouver ce projet ? Je crois que là, il y a deux scénarios. Soit on a une idée. On a une idée en tête, on a un projet entrepreneurial, on sait vers quoi on va se diriger. Et auquel cas, c'est assez, alors facile, c'est pas le bon mot, mais on a le cap. On sait où on va et après, donc il faut suivre, entre guillemets, toutes les étapes de l'aventure entrepreneuriale, mais on sait où on va. Auquel cas, c'est assez, c'est facilitant, évidemment, d'avoir l'idée, d'avoir un cap. Si on n'a pas d'idée, on peut éventuellement se tourner vers des mécanismes comme la franchise. Imaginez par exemple, vous sortez d'un job salarial, vous savez que vous ne voulez plus être salarié pour différentes raisons, vous souhaitez entreprendre mais vous n'avez pas d'idée. Rejoindre un réseau de franchise, ça peut être intéressant parce que vous pourrez trouver un domaine. Donc, il faudrait au préalable cibler des domaines qui vous intéressent, des environnements qui vous intéressent et rejoindre un réseau préexistant. Donc ça peut être une solution qui est très intéressante. Alors moi, ce que je vois en pratique, ce sont aussi des personnes qui vont éventuellement reprendre des entreprises ou tout simplement des personnes qui vont partir de leurs propres besoins pour créer leur projet d'entreprise. Je donne un exemple. Par exemple, des personnes qui se sont rendues compte que en entreprise, elles manquaient d'aide au niveau de l'organisation, au niveau des problématiques administratives, au niveau du support, etc. Ce sont des personnes qui, par exemple, vont se dire derrière, tiens, si je partais dans cette voie-là, si je créais ma boîte dans ce domaine-là, dans le domaine du support, j'ai constaté qu'il y avait un besoin, je vais m'emparer de ce besoin et je vais monter ma boîte. Donc voilà, il y a plein de solutions, on va dire, pour trouver son projet. Mais je crois que ce qui est en tous les cas toujours important et ce qui doit être une boussole, c'est de se dire on n'entreprend pas pour entreprendre. De la même façon qu'on ne se reconvertit pas juste pour se reconvertir. L'idée, c'est quand même d'avoir un projet solide, sérieux en tête et puis après de tout faire pour que ça fonctionne. Quelles sont aujourd'hui les différentes problématiques des clients et des clientes que vous accompagnez ? J'imagine que ça peut être ne pas se sentir à la hauteur lorsqu'on prend un nouveau job ou lorsqu'on entreprend un nouveau projet. Ça peut être aussi le manque de confiance en soi. Comment finalement on gère ces problématiques ? Alors, nos clients, nos accompagnés en règle générale, ils font face à plusieurs problématiques. Il y a évidemment souvent une problématique de peur, c'est-à-dire la peur du changement, la peur de l'inconnu. Je suis en poste, même si c'est inconfortable, même si éventuellement je souffre, etc. Il y a toujours la peur de se dire, mais est-ce que si je pars, ce sera mieux ailleurs ?
Et puis, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire et par quoi commencer? Est-ce que financièrement, je vais pouvoir m'en sortir? Est-ce que je vais perdre en train de vie? Est-ce que ce sera mieux après? Etc. etc. Donc la peur, c'est vraiment un phénomène qui est très prégnant en matière de transition de carrière, en matière de reconversion. Donc c'est un des points sur lesquels on travaille beaucoup, notamment avec beaucoup de préparation, beaucoup d'anticipation, du travail de visualisation aussi de temps en temps qui vient au service du travail de transition. Mais de toute façon, l'inconnu, par essence, fait peur. Alors, il y a des personnes qui sont comment dire, plus aptes au changement, c'est-à-dire auxquelles le changement ne fait pas trop peur, et puis d'autres qui vont avoir une approche très anxiogène, hein, qui vont être très angoissés à l'idée d'un changement. Donc, nous, tout notre travail d'accompagnant, c'est d'aider au mieux. Et de faire en sorte que ces passages de peur où la peur prend le dessus ne soient que des passages provisoires, transitoires, et que la peur baisse. Mais de toute façon, il faut bien se dire que un parcours de transition, quand on commence à se poser des questions, qu'on décide de changer, c'est un yo-yo émotionnel. On va passer par plein de phases. C'est les montagnes russes, hein, clairement, et émotionnelles. Donc on va passer par la peur, la joie, l'excitation, le soulagement, etc., etc., etc. Donc, c'est une chose à laquelle nous, on prépare, et on le dit toujours en début d'accompagnement, hein, que ce soit avant un bilan de compétences, un bilan de carrière, un coaching, un outplacement ou autre. Ce qui est très important, c'est de savoir un peu ce qui va nous arriver et de savoir que ça va pas forcément être simple, ça va pas forcément non plus être très dur, mais en tous les cas, ce sera un chemin a priori en courbe sinusoïdale jusqu'à temps que tout ça se stabilise. Donc la peur est très prégnante, hein, au démarrage d'une transition, et puis bien souvent sur la fin, quand ça y est, la personne sait où elle va, quand on arrive à ce stade-là, arrive une autre problématique qu'on appelle un peu, pour résumer, pour caricaturer, le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que la personne se dit, mais finalement, moi, qui suis-je? Qui je suis pour aller dans ce secteur-là? Est-ce que je vais être crédible? Est-ce que les autres vont me considérer comme étant légitime? Et cette crainte-là, ce sentiment d'imposture, il peut parfois être très fort et il peut être empêchant, ou en tous les cas même parfois paralysant. Donc c'est très important aussi de travailler dessus. Et une des solutions, ça n'est pas la seule, hein, mais une des solutions, c'est de travailler sur l'aspect formation. C'est-à-dire de se dire, par rapport au secteur que je convoite, par rapport au secteur cible, quelles sont mes compétences lacunaires? Quelles sont les compétences dont je manque? Qu'est-ce qu'il va falloir que j'aille chercher comme connaissances, comme compétences, comme expertise pour me sentir le plus possible légitime? Au-delà du travail sur la confiance en soi qui est évidemment nécessaire, il y a cette question de aller chercher la compétence, aller chercher ce qui nous manque. Et ça peut se faire évidemment par différents biais, hein, le biais de la formation, qu'elle soit longue ou courte. Nous, ce que l'on voit en pratique, en tous les cas, chez les personnes de 35-50 ans, ce sont plutôt des formations assez courtes. Ou alors, quand ce sont des formations longues, ce sont des formations qui se font bien souvent en parallèle d'un job salarial. Mais il n'y a pas que la formation pure et dure aujourd'hui. Alors, on peut faire financer sa formation par le CPF et autres dispositifs, mais il y a aussi les MOOC, le fait d'auto-apprendre, participer à des ateliers dans tel ou tel domaine. Il y a tellement de ressources aujourd'hui sur tous les sujets du monde, que ce soit des ressources sur Internet, des livres, des podcasts, des documentaires, des ateliers. Il y a des MOOC sur à peu près tout aussi aujourd'hui. Donc, c'est extrêmement facile, en réalité, de se former à de nouvelles compétences. Ce qui est difficile, c'est pas de trouver la connaissance, l'information, c'est d'y consacrer du temps. Et puis, c'est aussi parfois, évidemment, la question du budget, hein, parce que certaines formations sont très onéreuses, certains MOOC aussi, parfois, sont très onéreux. Donc, c'est important aussi, au préalable, de budgéter son besoin en formation et de voir si on peut y faire face, et puis mobiliser son CPF si il nous reste un peu de crédit, etc. Ça aussi, c'est facilitant.
Quelles sont les différentes étapes pour changer de job quand on est salarié à côté? Alors pour changer de job, il y a plusieurs étapes. Tout dépend. Si vous savez vers quoi vous vous dirigez, bon bah là il va y avoir les étapes classiques de repréparer son CV éventuellement, préparer tout ce qui va être donc, les autres outils de candidature, le petit mail d'envoi du CV, le profil LinkedIn, éventuellement la lettre de motivation, etc. etc. En revanche, quand on veut changer de job, mais qu'on ne sait absolument pas vers quoi se diriger, qu'on n'a pas de cap et qu'on ne sait pas du tout par où commencer, euh, il existe plusieurs dispositifs qui permettent d'y voir plus clair. Il y a tout ce qui relève du bilan de compétences, il y a le bilan de carrière qui est un exercice un peu plus large, il y a l'outplacement quand l'entreprise peut financer un coaching qui va vous permettre d'y voir plus clair, etc. Mais la première des étapes, en tous les cas, c'est de se dire, ben voilà, j'ai une problématique devant moi, je ne sais pas vers quoi je vais me diriger, mais je vais y consacrer du temps. Donc la première chose, c'est déjà une première phase, on va dire, de préparation mentale, qui est de se dire, ben voilà, je vais y consacrer du temps, donc je vais dégager un peu de temps dans mon emploi du temps pour me poser, pour réfléchir, m'introspecter et me poser les bonnes questions. Dans cette phase-là, moi, ce que je conseille toujours, c'est d'aller vraiment beaucoup vers l'inspirationnel, c'est-à-dire démarrer, dès qu'on commence à se poser des questions, démarrer le processus inspirationnel, c'est-à-dire écouter, ouvrir les écoutilles, écouter des gens qui se sont déjà reconvertis ou qui ont déjà changé de secteur, lire des choses. C'est extrêmement important de voir que d'autres personnes sont passées par là. Ça permet de désacraliser un peu le cheminement, de réduire la peur du coup, et puis de s'inspirer pour prendre des bonnes ondes, parce qu'on a besoin de bonnes ondes, d'ondes positives pendant cette phase-là. Il faut faire en sorte, en tous les cas, de bien s'entourer. Parce que on peut avoir affaire parfois à un entourage qui va être pressurisant, maladroit ou anxieux pour nous. Et donc, ça peut nous faire reculer dans notre projet de changement. Donc, attention à ça. Et puis ensuite, il y a tout un tas d'étapes à respecter, hein, notamment relire son histoire de vie pour bien comprendre ce qui a péché dans le passé, ce qu'on a envie de retrouver à l'avenir. Anticiper son projet de vie, c'est-à-dire dessiner son projet de vie, comment j'ai envie de vivre, de façon à bien intégrer son projet pro dans son projet de vie et non l'inverse. Bien identifier ses talents, ses compétences, ses valeurs, ses besoins, etc. pour savoir exactement ce dont on a envie et ce dont on a besoin, de façon à cibler le bon environnement de travail pour soi et le bon cœur de métier. Ce qui est bien aussi, après, c'est de passer à l'exploration, c'est-à-dire d'aller échanger le plus possible avec des professionnels du secteur ou des secteurs convoités. Parce que, une fois encore, hein, l'un des écueils de la reconversion, c'est le fantasme. Sauf que, alors je prends un exemple, hein, mais quand on a envie, par exemple, d'être fleuriste, entre l'idée qu'on se fait du fleuriste et puis passer 12 heures par jour les mains dans les épines ou dans les ronces, c'est pas forcément facile et il y a un gap. Donc, toujours échanger avec des professionnels, faire de la prise d'information et pourquoi pas de l'immersion. Je pense notamment, nous on a un partenaire qui s'appelle Test un métier, mais il y en a d'autres qui permettent aujourd'hui de faire de l'immersion, et ça c'est formidable parce qu'il n'y a pas mieux que d'être en situation réelle pour voir l'envers du décor et derrière prendre une décision en pleine connaissance de cause. Et puis, une fois qu'on a confirmé ou non, qu'on a validé son idée et son projet, bah, c'est mettre en place tout le plan d'action pour y aller, donc repérer les compétences lacunaires, établir si besoin donc un plan de formation pour aller chercher ces compétences, et puis après, en fonction de si c'est une voie salariale ou entrepreneuriale que vous entrevoyez. Si c'est une voie entrepreneuriale, eh bien, il y a tout le processus entrepreneurial que je ne vais pas détailler là, mais il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et si c'est une voie salariale, ce qui va être important au-delà de la refonte éventuelle des outils de candidature, ça va être la justification de sa transition, même si c'est une transition douce. On a de la chance aujourd'hui, hein, les recruteurs, les employeurs, les chasseurs de tête sont beaucoup plus au fait
des carrières non linéaires, des parcours un peu sinueux, changeants, ou même des CV à trous. Donc ça, c'est plutôt une chance. Ceci dit, c'est toujours important d'être capable de bien justifier sa reconversion et puis aussi d'adopter les codes du secteur convoité. Donc il y a un vrai travail aussi à ce niveau-là à faire. Donc c'est un processus. Le changement de voie, le changement de job, c'est un vrai cheminement qui s'inscrit dans le temps, qui nécessite qu'on lui donne tout le temps nécessaire, de ne pas se précipiter, que l'on peut faire en étant en poste ou pas. Nous, on a des personnes qui sont en poste et qui font ce cheminement en parallèle, on a des personnes qui sont en arrêt maladie, on a des personnes qui sont au chômage, etc. Et l'idée, c'est vraiment de construire le reste de sa carrière et puis même plus largement le reste de sa vie. Certains optent pour la carrière salariale, d'autres entrepreneuriales, d'autres vont se lâcher, c'est-à-dire cumuler 2 activités, pas forcément pour des raisons financières, mais aussi parfois pour le plaisir. Donc voilà, il y a tout un tas de combinaisons et de scénarios possibles et je crois que l'idée avant tout, c'est d'y consacrer du temps, de savoir s'entourer ou éventuellement de se faire accompagner si on se sent trop seul pour le faire ou que seul on n'arrive pas à avancer. Et puis, 3, c'est de bien appréhender les choses émotionnellement parlant, c'est-à-dire que voilà, on sait qu'on va rentrer dans un cheminement avec un ascenseur émotionnel pendant quelques semaines ou quelques mois, mais qu'est-ce que ça vaut le coup? Parce que, évidemment, si on change, c'est pour avoir du mieux et que la vie d'après soit plus chouette et meilleure que la vie d'avant. Merci beaucoup Marina. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview. Salut, c'est Anne-Fleur. Big News, mon podcast Génération Podcast a été sélectionné par Acast pour vous être recommandé. Et j'ai 35 secondes pour vous expliquer pourquoi. Génération Podcast, c'est le podcast qui vous en recommande d'autres, qui vous raconte les actus podcastiques à absolument savoir et qui fait passer les pros du podcast en France de l'autre côté du micro. Ce podcast, je le réalise avec mes petites mains et mon micro, mais également avec Mélanie Hong pour les actus et Zou pour les recos. Retrouvez Génération Podcast sur Acast, mais aussi sur toutes les applis d'écoute.